Bon, bah on peut se faire Moonlight, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bonne idée. Ok, bon, on part là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser, Moonlight, je fais une association d'idées un peu à la con. Tu te souviens de ce dessin animé Sailor Moon? M'en parle pas, c'était mes premiers émois sexuels d'adolescent, figure-toi. Ah, moi aussi, j'aimais bien là, comme ça, quand elles se changeaient, tu vois, avec les vêtements se matérialisaient sur leur corps nu. Ça me faisait quand même pas mal d'effets, hein. Ouais, non, moi c'était plutôt l'homme masqué qui m'excitait bien, tu vois. Ah ouais. Quoi? Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Thibaut, et aujourd'hui on a squatté pour vous Moonlight, le tant attendu film de Barry Jenkins qui sort enfin dans nos contrées. Mais avant de vous donner notre verdict sur ce film, on va commencer par l'habituelle présentation de l'ami Thibaut. À toi de jouer. Eh bien, c'est parti! Moonlight de Barry Jenkins, réalisateur américain né en 1979 à Miami. Malgré une enfance particulièrement dure, marquée par la pauvreté et la mort de son père à ses 12 ans et l'abandon de sa mère, il parvient malgré tout à intégrer l'université de Tallahassee en Floride où il étudie le cinéma. Il sort son premier film, Medicine for Melancholy en 2008. Ce drame romantique indépendant et à petit budget restera inédit en France. Malgré un bon écho auprès des critiques outre-Atlantique, Jenkins ne parvient pas à faire financer ses deux projets suivants, un scénario un peu what the fuck axé autour de Stevie Wonder et du voyage dans le temps, et l'adaptation de la nouvelle If Beale Street Could Talk de James Baldwin. Dommage. Il se rabat alors sur les courts-métrages, visibles d'ailleurs sur le net, et œuvre également en tant que scénariste sur la série HBO The Leftovers. Côté casting, aucune tête d'affiche à signaler. Le film se déroulant à trois époques différentes de la vie du personnage principal, trois acteurs jouent donc le rôle de Chiron, Alexi Betts, Ashton Sanders et Trevante Rhodes. On retrouve également l'anglaise Naomi Harris alias Moneypenny dans les derniers James Bond, Mahershala Ali, vue notamment dans Benjamin Button ou plus récemment dans la série Marvel Luke Cage, et la chanteuse-compositrice Janelle Monáe dans le rôle de Teresa. Eh bien mon cher Thomas, puisque tu es maintenant coutumier du fait, est-ce que tu peux nous pitcher le film s'il te plaît? Pas de problème. C'est l'histoire de Chiron, à trois périodes différentes de sa vie, et Chiron étant un jeune noir américain qui grandit dans les ghettos de Miami et qui va devoir lutter pour trouver sa place au sein de cette société et tenter d'assumer son homosexualité. C'est très bien résumé, hein. Merci. Alors on le sait, hein, ce film est extrêmement attendu par le public puisqu'il a eu un concert de louanges complètement dithyrambique par la critique outre-Atlantique. Ouais, il n'y a qu'à voir les scores Metacritic ou Rotten Tomatoes, hein, ça crève littéralement tous les records. Et puis 8 nominations aux Oscars, mine de rien. Ouais, c'est vrai que ça fait lui le parfait outsider face au rouleau compresseur La La Land et ses 14 nominations. Et c'est inattendu, hein, parce que c'est à la base c'est un film indépendant américain à petit budget. Donc, ouais, c'est vrai que ça sort un petit peu de nulle part, ce succès un petit peu retentissant. Mais alors, est-ce que le film vaut-il toutes ces louanges qu'on lui accorde? Bah, je suis tenté de te dire oui. Moi, je suis tenté de nuancer un petit peu plus ton oui. Alors pour commencer, et même si le scénario du film a bien été signé par Barry Jenkins lui-même, il s'agit bien de l'adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelle In Moonlight, Black Boys Look Blue, avec l'accent, Bien prononcé, hein. Qui a été écrite par Tarell Alvin McCraney, un dramaturge américain. Voilà. Et en fait, ce qui est d'autant plus bizarre, je ne sais pas, mais ces deux hommes, en fait, ont grandi dans le même quartier à la même époque, donc ce quartier de Miami, sans forcément se connaître, ce qui explique peut-être pourquoi Jenkins a su si facilement s'approprier cette histoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Thibaut, qu'il s'agit sans doute d'un des derniers films de l'ère Obama? Carrément, puisqu'en fait, c'est vrai, et là, petit aparté, on parle vraiment souvent de films qui sont en rapport avec les styles des présidents aux États-Unis. On parle souvent de films de l'ère Reagan. Par exemple, l'ère Reagan, c'était beaucoup des films d'action qui prenaient la réussite personnelle. Et donc, on a eu des suites comme les Rambo ou les Rocky. Et sous l'ère de Bush Junior ou de Bush Senior, là aussi, on a encore eu énormément de films d'action. Et puis, avec son lot de films de super-héros, post-11 septembre oblige, où le monde avait besoin de super-héros. Et là, c'est vrai que sous cette ère Obama, on a eu énormément de films notables où on avait des acteurs afro-américains et réalisés par des afro-américains. Je parlais notamment de 12 Years a Slave, du Majordome, de Dear White People ou même dernièrement de Birth of a Nation. Donc oui, je te suis là-dessus, on peut vraiment parler et dire que Moonlight est l'un des derniers films de l'ère Obama. La première chose que je voulais dire sur ce film, et c'est d'ailleurs en ça que le film m'a agréablement surpris, c'est que pour un film de ghetto noir, on n'a pas les clichés habituels du genre, il n'y a pas les gros gangsters qui sortent leur gun toutes les 30 secondes, à grands coups de fuck et de nigga, il n'y a pas les nanas à moitié à poil qui se baladent dans les rues. Enfin bref, on n'a pas toute l'imagerie habituelle du gangsta rap que moi j'aime pas tellement. Ouais, qu'on a l'habitude de nous vendre dans les clips ou sur MTV ou ce genre de choses. C'est ça, et c'est en ça que pour moi le film est non conventionnel, et c'est même là, je pense, qu'il tire sa force. Je suis complètement d'accord avec toi. Putain, j'ai trop le seum, c'est trop la haine, y'a plus rien à bédave. Oh, on a même plus de tease, comment on va faire pour s'aimer ici? Ah, c'est bon, tu n'es pas en palais, je vais aller chez le robot prendre un pack. Ça passe crème.
On peut dire que Moonlight, c'est vraiment l'anti-Menace to Society, ce film des frères Hughes qui est sorti en 1993, juste après les émeutes qui ont éclaté aux États-Unis, après le procès de Rodney King. Et ce film est vraiment devenu culte dans tout l'univers du gangsta rap parce qu'il montrait vraiment une violence très sèche et très crue de ces quartiers un petit peu, de ces ghettos américains. Et Moonlight, c'est pas du tout dans ce délire-là. Bah non, et je pense qu'en fait c'est lié tout simplement à l'enfance du réalisateur Barry Jenkins qui a vraiment grandi dans un ghetto de Miami et qui du coup en fait en dépeint un portrait beaucoup plus peut-être réaliste, en tout cas beaucoup moins brut. Et qui, du coup, par exemple, au tout début du film, il y a un personnage qui est un dealer de crack, mais qui en fait un gentil, c'est un mec super sympa, et du coup c'est plutôt quelque chose de surprenant par rapport au référentiel qu'on a habituellement de ce genre de personnage. Mais quand Jenkins a été interrogé sur ce personnage-là, pour lui c'était naturel, parce que des dealers sympas, il en a connu vraiment pendant sa jeunesse. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement un regard peut-être un peu plus consensuel, mais... Personnel en tout cas, qui reste très personnel. Exactement. Donc on va maintenant s'attarder un petit peu plus à l'histoire en elle-même et à sa structure en particulier, puisqu'elle est vraiment structurée comme une pièce de théâtre, elle est faite en 3 actes, et même chacun des actes est vraiment écrit comme une pièce de théâtre. Et ces actes-là correspondent à l'âge de l'enfance, à l'adolescence et le passage à l'âge adulte. Et ils vont porter les 3 noms ou pseudonymes que le personnage aura tout au long du film. Donc on commence par Little, on poursuit par Chiron, pour se terminer sur Black. Et c'est vrai que ces 3 noms ou pseudonymes traduisent peut-être en fait la quête d'identité du personnage qu'il va avoir tout au long du film. Oui, c'est vrai, parce que disons-le clairement, le film n'est pas un film avec une histoire extrêmement développée, on n'est pas sur un scénario très complexe, on est plutôt sur un film un peu psychologique, qui va vraiment nous parler de la quête d'identité de ce personnage, Chiron, puisqu'on l'a dit, il est homosexuel, et donc dans le milieu dans lequel il évolue et grandit, c'est vraiment quelque chose de compliqué, c'est tabou dans les cités en France comme dans les ghettos aux États-Unis. Et donc, il va confronter son être et son paraître et tenter de rentrer dans les cases de la société et qui ne lui correspondent pas vraiment. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, l'homosexualité est vraiment présente dans toutes les couches de la société. Et dans certains milieux, c'est très très peu admis, comme par exemple le foot ou même le milieu du rap, ça reste vraiment très très tabou. Mais j'ai un peu l'impression que ça a tendance un petit peu à changer depuis que par exemple des mecs comme Frank Ocean, qui faisait partie du collectif de rappeurs Hot Future, qui a fait son coming out il y a quelques années, et qui est aujourd'hui un rappeur connu et reconnu dans le monde entier, qui a eu énormément de prix. Et aussi ce personnage de Omar Little, qui est présent dans une des grosses séries américaines, The Wire, et qui est d'ailleurs le personnage préféré d'Obama. Comme quoi, vous voyez, tout a une logique dans la vidéo. Par exemple, moi j'aime bien les comédies musicales, je porte du Fred Perry et je crains pas Vin Diesel. Est-ce que ça fait de moi un gay pour autant? Je sais pas, mais ta main sur ma cuisse, t'appelles ça comment? La camaraderie. Alors comment tout cela se traduit-il à l'image? Évidemment avec la mise en scène très intelligente de Barry Jenkins. Pour commencer, je trouve qu'il utilise sa caméra véritablement comme une espèce de miroir des émotions de son personnage. Elle peut être tantôt très tremblante, très mobile quand le personnage est tourmenté, et tantôt très posée avec des panneaux très lents ou même des plans séquences assez longs. Ouais, c'est vrai que ça traduit l'émotion du personnage à un moment T dans le film. Exactement. Et il y a aussi un gros jeu sur les silences dans les dialogues. Ça, c'est quelque chose qui est très peu vu au cinéma. Ouais, c'est vrai que c'est un peu hors du vide, le cinéma. C'est un jeu plutôt théâtral. Hein, ça. C'est ça, exactement. Pour moi, il prend là un petit peu le contre-pied de ce que peut faire quelqu'un comme Tarantino. Mais ça fonctionne tout aussi bien parce que du coup, pour un film qui parle des émotions, utiliser les regards et utiliser les non-dits avec très peu de mots de dialogue parfois entre les personnages, bizarrement ça fonctionne très bien pour faire passer des émotions. Ça les décuple même au final. Hein. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Moi. Ouais, moi j'irais peut-être un petit peu plus loin que toi. Moi je trouve que toute sa mise en scène est ultra métaphorique tout au long du film. Tu l'as dit juste avant par rapport au travelling, au panoramique, au mouvement de caméra. Mais aussi, moi, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est la scène où donc Juan, le dealer dont on parlait tout à l'heure, apprend à nager à Chiron quand il est enfant. Et j'ai vraiment vécu ça comme un baptême. Tu sais, ces gens qu'on plonge dans l'eau pour les ressortir immédiatement, pour leur offrir une nouvelle vie, pour les reborn, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Et voilà, moi j'ai vraiment vécu ça comme ça. Il essaie de sortir ce gamin de cette misère. C'est plutôt efficace. Ça reste quand même du classique, c'est de la métaphore classique, mais c'est efficace. Une des choses qui m'a un petit peu interloqué dans la mise en scène, c'est cette nombreuse présence de plans où le personnage est vraiment filmé de dos, il est vraiment centralisé dans le plan, et avec des longs travelling qui le suivent. Ça m'a un peu fait penser à Elephant de Gus Van Sant, où on avait ce genre de plan où les élèves déambulaient un petit peu dans les couloirs. Et pour moi, j'ai vécu ça de cette façon-là. Je trouve que ça retranscrit le fait que le personnage n'arrive pas à attaquer ses problèmes de manière frontale. Et on a toujours cette caméra un petit peu en retrait qui montre que le personnage est un petit peu en retrait lui aussi. Ouais, c'est plutôt intéressant. Il y a une autre sorte de plan qui revient régulièrement dans le film, et là pour le coup c'est complètement assumé par Barry Jenkins et son directeur photo, ce sont les gros plans. Ouais. Pour Jenkins, c'est une façon d'enfermer le spectateur avec le personnage et de lui faire partager en quelque sorte sa prison psychologique.
C'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est vrai qu'il lui offre très peu d'échappatoire dans ces plans-là. Moi aussi, ça me fait penser à un plan en particulier où le personnage de Chiron, enfant, est dans sa cuisine. Le cadre est cadré vraiment assez large, mais à l'intérieur de ce cadre, il y a encore un nouveau cadre qui réenferme le personnage et il utilise beaucoup d'astuces comme ça visuelles qui sont plutôt vraiment bien foutues. Un autre gros point fort de ce film, c'est bien sûr ses comédiens, hein, parce que même si aucun d'entre eux n'est véritablement une tête d'affiche à proprement parler, ils tiennent tous très bien leur partition. C'est vraiment... Ouais, ils font vraiment bien le job. Avec encore une fois un parti pris très osé, parce que choisir des comédiens différents pour interpréter un même personnage à différentes parties de sa vie et faire en sorte que les comédiens ne se rencontrent pas sur le plateau, ne voient pas les autres jouer, c'était quelque chose qui était... très important pour Jenkins. Ouais, puis ça aurait vraiment pu créer un déséquilibre dans le jeu d'acteur, alors que pas du tout, finalement. Au contraire, ça renforce ce sentiment d'évolution des personnages au fur et à mesure du temps. C'est très fort, avec une espèce de fil rouge qui est le personnage de Naomi Harris, la mère de Chiron. Vraiment, du beau boulot. Et je suis également d'accord avec toi une fois de plus. Une autre petite chose qui m'a un petit peu frappé, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, c'est ce jeu sur les couleurs. J'ai l'impression que chaque chapitre commence par un petit flair d'une couleur différente. Peut-être blanc pour l'enfance, bleu pour l'adolescence et rouge pour l'âge adulte. Aussi le fait que Chiron, quand il est enfant, il porte énormément de vêtements blancs qui traduisent un petit peu son innocence, le fait qu'il est un petit peu replié sur lui-même. Il y a une scène aussi qui revient, je crois, plusieurs fois dans le film, au moins 2 fois en tout cas, c'est sûr, c'est la scène où sa mère l'engueule dans la cuisine et derrière elle, on a une lumière très vive, très crue, rougeâtre ou rosâtre, qui est une lumière très très agressive. Et aussi peut-être le fait que le personnage s'appelle Black une fois adulte, il y a peut-être un petit truc à creuser à ce niveau-là. En tout cas, les couleurs sont très importantes et dans le film, elles sont travaillées et elles ont bien évidemment une signification, enfin, je crois. Mais alors, du coup, le t-shirt rouge que tu portes aujourd'hui, ça traduit quoi? Ta colère face à la montée des radicalisations dans les microcosmes sociaux et la paupérisation des promesses gouvernementales? Ah non, pas du tout. Moi, j'avais juste rien à me mettre. D'accord. Malgré un thème un peu lourd à porter, Jenkins il tombe pas dans les écueils du pathos ou du voyeurisme à outrance. Il a une mise en scène qui est plutôt feutrée, qui reste toujours un peu en retrait, comme une sorte de témoignage, et je trouve ça vraiment bien foutu. Ouais, c'est vrai que c'est très bien senti. Moi, je pense que c'est d'ailleurs ça, ce point-là très particulièrement, qui lui vaut ce déluge d'éloges. Oh, déluge d'éloges, ça c'est bien foutu. Bon, avant de conclure, j'avais une petite théorie un peu fumeuse. Un peu fumeuse. Ouais, bon, j'avais quand même envie de le partager avec vous. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est de la merde. Moi, je pense que Kevin est un ami imaginaire de Chiron. Oh, la révélation. Et j'en veux pour preuve qu'à toutes les scènes dans lesquelles Kevin apparaît, et ben Chiron est juste avant isolé, tout seul, et qu'ils se retrouvent généralement que tous les deux dans des plans. Voilà. Et puis du coup, je sais, vous allez tous me parler de la fameuse scène où Kevin frappe Chiron, sauf que avec le plan tournoyant qu'il y a juste avant, est-ce qu'en fait on serait pas en train d'assister tout simplement à une espèce de projection du rejet de lui-même face à ses agresseurs, voilà. Bon, bref, ça vaut ce que ça vaut. Il y a aussi la fameuse scène de sexe sur la plage où Kevin masturbe Chiron, mais est-ce qu'en fait il ne se masturberait pas lui-même? D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur cette scène, ça me fait penser à ça. Ouais. Quand ils se masturbent, ils sont pas un petit peu drogués tous les deux, ils viennent pas de fumer du hashish? Si, où tu vas en aller? Est-ce qu'on pourrait pas dire que Chiron Stone. Oh, putain. Je suis désolé. Alors en fait, si ça se trouve, depuis le début, t'étais qu'un ami imaginaire. L'intensité de ce portrait porté à l'écran lui vaut pour moi la note largement méritée de 4 grilles en or sur 5. L'intelligence de la mise en scène de Barry Jenkins lui permet de porter un regard qui sonne juste sur les ghettos américains. Ce questionnement sur l'homosexualité et la quête d'identité impressionne, surtout quand on sait qu'il s'agit seulement de son 2e film. Un film intelligent avec une mise en scène en complète adéquation avec son récit. Malgré tout, je lui attribue seulement la note de 3 quartiers de lune sur 5. La note se retrouve quelque peu abaissée car j'aurais aimé que le film me surprenne un peu plus et j'avais malgré tout une légère sensation de déjà-vu malgré toute cette bonne presse. Un peu dommage. C'était les Squatteurs de Ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci comme d'habitude de vous abonner, de partager, de nous mettre des petits pouces en l'air et de laisser des commentaires parce qu'on adore ça, vos commentaires. On a des mecs qui nous font des commentaires hyper détaillés et hyper précis, on aime ça, c'est cool, merci. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Petit top 5, allez voilà, c'est dit. Allez, on sait que ça vous fait plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Chaud!